Français. Bonjour Patrice Huban, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie Guillaume, merci. Ravi de vous accueillir, comme Merci. d'habitude. Vous connaissez évidemment Patrice Huban, quand il écrit des merveilleuses tribunes dans Atlantico, il me les propose, et puis après on en discute pour pourquoi pas le recevoir dans la matinale quand je sens un intérêt pertinent éditorial. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était dans Coup d'envoi. Pour parler de la tribune de Deschamps, c'était un peu agité, c'était un peu... c'est sympathique, oui. c'est bien, ça change, c'est un sujet un peu original, mais qui est connecté aussi, comme on l'a vu, avec la politique. Donc, absolument, c'était... on manque cruellement de leadership. Ah oui, absolument. C'était viril mais correct, mais c'était effectivement très intéressant. Cher Patrice, votre tribune dans Atlantico consacrée au pacte asile et immigration. Alors ce pacte asile-immigration, ma chère Lauriane, il a été adopté il y a quelques semaines au Parlement européen. D'aucuns se sont félicités d'une alliance des droites, OPE, de Patriots, les RN, avec également le parti de Sarah Knafo, en mettant également les IDL de Nicolas B. Est-ce que tu peux nous resituer, nous contextualiser avant qu'on aille dans le vif du sujet avec Patrice sur cette tribune? En quoi c'est intéressant que ce pacte ait été évoqué et voté avec une alliance des droites au Parlement européen, Lauriane? Déjà, tu le mentionnes, une alliance des droites au Parlement européen, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et puis, dans ce texte, il était très attendu par la droite, parce qu'on va en discuter. Il y a des mesures sur le filtrage aux frontières, d'exfiltration aussi des clandestins qui n'ont rien à faire sur le sol européen. Des hubs retour à l'extérieur. Voilà, et toute une sorte de chose qui était très attendue par la droite de tous les pays membres. Mais comme on va en parler dans cette tribune, il y a quelques angles morts, malgré le fait que ce soit présenté de façon très positive par chez nous. Le pacte européen sur la migration et l'asile n'est pas à la hauteur des enjeux. Le pacte européen sur la migration et l'asile, ou comment passer de l'hôtesse d'accueil au videur à l'entrée de la discothèque. C'est votre chapeau de votre tribune. Pas mal. Mon cher Patrice. Des angles morts, c'est l'expression qu'utilise Lauriane. Vous êtes d'accord avec ça sur ce pacte asile-immigration? Oui, c'est-à-dire qu'on est passé du règlement de Dublin en 2013 à ce fameux pacte. Donc il y a une avancée, c'est clair, dans le sens où on n'est plus avec des pays qui sont en première ligne comme l'Italie, la Grèce, qui ensuite sont chargés des procédures, et la personne est libre pendant la procédure et peut ensuite circuler, et les autres pays de l'Union ou de l'espace Schengen renvoient ces personnes-là dans le pays qui est en première ligne, qui est chargé donc des démarches de procédure. On parle bien de l'asile, sauf que le problème, c'est que vous avez des gens qui arrivent, la plupart sont des migrants économiques, et dans cet ensemble-là, il y a une petite minorité qui sont éligibles à l'asile. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une stratégie beaucoup plus ambitieuse, et surtout une stratégie beaucoup plus en amont, une défense dans la profondeur vers l'avant. Mais est-ce que déjà, c'est une bonne étape, en tout cas à l'échelle européenne, ce pacte, la signature de ce pacte? Alors, ce qui est positif, c'est que désormais, il y a l'idée de refouler ces personnes-là, c'est-à-dire il y a un filtrage, prise de données biométriques, prise des différentes coordonnées, et ensuite il y a une procédure accélérée pour les personnes qui viennent de pays dits sûrs. Et l'Union européenne, elle s'est mise d'accord sur une liste de pays sûrs comme le Maroc, la Tunisie, le Kosovo, l'Albanie, etc. Donc pour ces personnes-là, il y aura normalement, mais là ça dépend de l'application et des capacités d'application, un renvoi accéléré. Le problème, c'est pour le flot des autres personnes qui sont toujours libres, pour la plupart, pendant les procédures qui peuvent durer de nombreux mois. Lauriane. Oui, j'ai l'impression que ce texte, en fait, promet de grandes choses, il y a de grands principes, mais au niveau opérationnel, j'ai un petit peu du mal à voir comment il va se matérialiser, en fait. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je dis, ce que Nouvel Essor Français dit à travers cette tribune, c'est qu'il faut tout faire pour pas qu'ils se pointent à l'entrée de nos frontières. Il faut avoir une politique le plus en amont possible. Tout d'abord en payant des influenceurs en Afrique. Vous savez, les jeunes qui sont les jeunes migrants potentiels, ils ne sont pas écoutés. Regardez TV5 Monde, France 24 ou RFI. Ils regardent les réseaux sociaux comme les jeunes chez nous. Et donc, il faut payer les influenceurs en Afrique, comme d'ailleurs les Russes l'ont très bien fait sous un autre angle pour nous, entre guillemets, nous chasser de ce continent, et pour leur montrer la réalité des prix, c'est-à-dire les dissuader de venir de manière illégale en montrant les conditions du migrant pendant sa traversée. On risque sa peau, des vols, des viols, et même s'il passe, parce que beaucoup pensent que la France est un Eldorado, de montrer la réalité des prix d'un migrant en situation en France. Et en revanche, les informer sur les procédures légales pour pouvoir venir donc en Europe et en France, en développant les visas de travail. Vous savez que l'immigration légale qu'on maîtrise par définition, dans cette immigration légale, il n'y a qu'environ 15% de visas de travail. Donc nous, ce qu'on propose, c'est donc
par les influenceurs, mieux les informer sur les procédures légales et de diminuer fortement le regroupement familial, de diminuer fortement les visas étudiants et d'augmenter les visas de travail avec des quotas définis par France Compétences en fonction des secteurs d'activité. Donc ça, c'est déjà le premier point de notre stratégie en la matière. Alors, il y a aussi un point qui me semble important, c'est le rôle des associations, cher Patrice. Moi, je le constate régulièrement lorsque je me rends dans des camps de migrants à Stalingrad ou encore à Porte d'Aubervilliers. En fait, les associations, ils donnent de l'argent aux migrants, ils leur donnent des téléphones, ils les aident dans certaines démarches administratives pour demander le droit d'asile, pour avoir des papiers français. Donc, en fait, ils vivent dans des conditions absolument déplorables, hein. Ils vivent dans des tentes tout l'hiver, mais grâce aux associations qui leur donnent de l'argent, des téléphones mobiles, ils préfèrent rester en France. Le rôle des associations aussi, il est primordial là-dedans. C'est ce qu'on dénonce dans la tribune. Donc parmi cette stratégie d'ensemble, il n'y a pas une mesure miracle en fait pour réguler l'immigration, l'asile, que ce soit l'asile, l'immigration légale, l'immigration illégale. C'est un ensemble de mesures. Donc payer les influenceurs donc en Afrique pour dissuader le plus en amont possible ces gens-là de venir de manière illégale. Vous avez raison de supprimer les aides publiques aux organismes à but non lucratif, essentiellement associations, fondations, qui font l'ingénierie pour qu'ils viennent et qu'ils restent. Et enfin, il y a aussi d'autres mesures comme mettre la marine nationale française, mais aussi éventuellement italienne, espagnole et grecque, en limite des eaux territoriales du Maghreb et du Machrek. Parce que la marine militaire a dans ses missions, conformément au droit maritime, le fait de devoir lutter contre la piraterie et le trafic d'êtres humains. Donc c'est tout à fait légal, légitime. Donc là, on intercepte. Et vous savez, si vous donnez l'ordre à la marine, ils interceptent tout avec les moyens dont ils sont dotés. Et ensuite, maintenant, en plus qu'on a des hubs retour, vous les renvoyez dans un lieu sûr et pas forcément l'Union européenne, donc dans la Tunisie par exemple, qui est submergée par l'immigration subsaharienne. Et ils ont un intérêt à ce qu'on casse les filières de passeurs. Et donc là, vous faites le traitement administratif, mais en dehors de l'Union européenne. Et enfin, dernier point pour ceux, qui réussiraient à passer, prise de données biométriques, ce qui est le cas là, mais interdiction à vie, comme en Australie, d'avoir un titre, un visa de façon légale, de manière une fois de plus en complément des influenceurs, de tout faire pour les orienter vers des procédures légales. Mais si concrètement, là, avec l'arrivée de ce texte, je suis demandeur d'asile, on ne sait pas si je suis légitime ou pas à demander l'asile en France, par exemple, je peux arriver vers l'Italie. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour moi avec ce texte? Alors là, vous avez raison, il faut aussi distinguer l'asile. Donc là, l'asile, on ne peut pas par définition faire la démarche dans le pays de départ, puisqu'on est censé être dans un pays qui n'est pas sûr. Donc là, cette personne-là doit passer par un pays sûr. C'est pas forcément la frontière de l'Union européenne déjà. Donc ça peut être aussi, je l'ai dit, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Kosovo, etc. Un certain nombre de pays qui sont considérés comme sûrs. Et là, ils peuvent déjà faire une demande. Et ensuite, ils peuvent, et s'ils arrivent à la frontière italienne, on a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire soit ils sont éligibles et dans ces cas-là, la procédure suit son cours et ils versent dans l'immigration légale, ou soit ils sont illégitimes et là. Ils sont illégaux, pardon. Et là, il y a deux cas de figure. Soit vous venez d'un pays dit sûr, et là, il y a des procédures accélérées pour vous renvoyer, ou soit, c'est là où le bas blesse, vous venez d'un pays, je dirais, non sûr, et donc la procédure va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, sauf cas particulier, vous êtes libre. Vous êtes dans des centres d'hébergement, mais vous êtes libre. Et donc, il y a un fort risque d'évaporation de ces personnes-là, sachant qu'il n'y a que 20% des déboutés du droit d'asile qui, à l'heure actuelle, sont renvoyés. Oui. Vas-y, et ces hubs retour, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait combien de places il y a? Parce que ça aussi, ça a l'air d'être un angle mort à l'extérieur de l'Union européenne, en théorie. C'est ça. Donc ça c'est vraiment une avancée majeure. Mais là, vous avez raison. Je pense que le temps que ça se mette en œuvre, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 10 ans depuis la crise migratoire de 2015-2016 avec la guerre en Syrie et l'accueil unilatéral d'1 million de réfugiés, qu'ils soient d'ailleurs demandeurs de droit d'asile ou pas, par l'Allemagne, pour qu'enfin, 10 ans après, on mette en œuvre des procédures renforcées au regard de ce retour d'expérience. Donc ça, là aussi, on verra le temps que ça mettra pour être opérationnel. Alors c'est vrai qu'il y a déjà des pays qui négocient avec des pays dits sûrs pour pouvoir mettre en place ces hubs, mais on espère qu'il y aura suffisamment de volonté politique pour que ça se concrétise sur le terrain. Et j'ai l'impression que c'est surtout les États membres qui font blocage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent des États membres. On sait que la France, par exemple, est contre
contre l'externalisation de ces procédures. Donc, c'est pas encore une compétence réservée complètement à l'Union européenne. Non, mais quelque part, c'est pas plus mal. Donc là, il y a des pays qui sont plutôt réticents, mais il y a des pays aussi qui font des démarches avec des pays tiers pour pour mettre en place ces hubs. Okay. Donc Danemark, je crois, ou d'autres pays. Peut-être l'Italie, il me semble. La Pologne, voilà, qui déjà. De toute façon, l'Italie, elle avait déjà essayé. Oui, elle avait déjà essayé. Elle s'était fait casser par la Cour suprême, il me semble. La Cour de justice de l'Union européenne. Mais, donc là, l'Italie qui avait mis en place ce hub en Albanie, finalement, elle va pouvoir remettre en place cette politique qui, normalement, ne devrait pas être invalidée par la Cour de justice de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça dit, mon cher Patrice, de cette volonté du Parlement européen d'agir sur la politique migratoire, ce pacte ? Non, et c'est aussi quelque part, ce qui est encourageant à moyen long terme, c'est qu'au sein de l'Union européenne, il y a un changement de posture. On voit qu'il y a beaucoup plus de gouvernements qui sont beaucoup plus réalistes et fermes sur ces questions-là. Pas que des gouvernements de droite et extrême droite, on pense au Danemark aussi de centre-gauche. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et c'est plutôt bon signe au-delà des questions migratoires, sur le retour à une Europe qui fonctionne, une Europe des nations, une Europe des patries. Et pas aujourd'hui une commission qui récupère des pans entiers de compétences et qui transforme nos gouvernements légitimement et légalement élus en boîte aux lettres. Oui, Lauriane. Oui, c'est vrai que ça a été remarqué, en tout cas, que tous les États membres votent ensemble et s'unissent autour de ce texte, qui était un petit peu surprenant que ça vienne à propos de l'immigration, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup critiqué en Union européenne, donc ça marque aussi un changement, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de gouvernements de droite qui arrivent au pouvoir comme au niveau européen. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, tout à fait. Non, je pense que voilà, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a plus de gouvernements de droite, d'extrême droite, mais aussi de gouvernements réalistes de centre-gauche comme au Danemark, qui sont bien conscients qu'une immigration non régulée, c'est de la casse sociale à grande échelle. La France et l'Europe, ce ne sont pas des terrains vagues. C'est une copropriété. Et dans une copropriété, vous définissez qui rentre, qui sort, qui va s'y installer temporairement, des locataires, on va dire, des visas de travail, des visas temporaires, qui va pouvoir éventuellement s'y installer plus longtemps et devenir citoyen, donc des copropriétaires. Donc voilà, donc si vous voulez, quand on est de gauche, on ne peut pas accepter une immigration dérégulée, parce que l'immigration dérégulée, ça remet en cause la démocratie, l'état de droit démocratique, puisque l'état de droit démocratique est basé sur la citoyenneté, c'est-à-dire des droits et des devoirs affectés des individus sur un territoire. Donc si il y a des allers-retours que vous ne maîtrisez rien, ça devient la loi du plus fort. Et ce sont des gens peu scrupuleux qui vont exploiter cette main-d'œuvre servile en Europe, notamment, en l'occurrence. J'ai envie de m'adresser aux souverainistes que vous êtes, Patrice. Oui, on est d'accord avec le nouvel essor français. Oui, tout à fait. De toute façon, le Conseil d'État, qu'on ne peut pas accuser d'être une officine nationaliste, a rappelé dans son étude annuelle consacrée à la souveraineté en 2024 que la souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Or, il n'y a pas de peuple européen, donc CQFD, il ne peut avoir qu'une Europe des nations et une coopération intergouvernementale. Oui, alors moi, pourquoi je vous dis que je veux m'adresser aux souverainistes que vous êtes, cher Patrice Huban. Est-ce que on est obligé donc de réguler notre immigration, de réguler nos textes migratoires à travers l'Union européenne, ou est-ce que la France, le pays français dans son entité même, peut gérer l'immigration ? Je pense que là, ce texte-là laisse quand même un peu de latitude aux différents pays. Donc là, suivant la volonté politique que vous avez, vous allez mettre en place plus ou moins rapidement ces fameux hubs retour avec des négociations, des conventions avec d'autres pays. Vous allez aussi donner des instructions conséquences aux forces de l'ordre. Vous allez, ceux qui viennent de pays sûrs, vous allez accélérer les retours. Vous voyez donc la dimension opérationnelle est très importante en fait. Si vraiment vous avez envie, ce pacte-là vous donne quand même plus de marge de manœuvre. Et ça ne vous empêche pas de faire ce que je viens de dire, de payer des influenceurs en Afrique. Donc ça, la France peut le faire, ça. Donc on peut compléter ce pacte. En fait, les inconvénients de ce pacte, on peut essayer de les corriger à travers notre propre politique. Donc je rappelle, payer des influenceurs en Afrique, mettre la marine nationale aussi à patrouiller en limite des eaux territoriales du Maghreb et du Machrek, et d'augmenter les visas de travail et d'essayer d'orienter les flux des flux illégaux vers les flux légaux. Et alors un visa de travail, et avec des critères comme le niveau B2 en français, et puis signer une charte comme quoi vous respectez l'égalité homme-femme, les principes et valeurs de notre République, de notre pays, et ses traditions, etc., etc. Charte opposable, voyez.
Mais est-ce que, c'est un point qui est très important, notamment avec le cas spécifique du règlement retour, Patrice Suivant, la coopération avec les pays, qui est évidemment primordiale pour qu'ils soient en capacité de reprendre leurs ressortissants lorsqu'on les expulse. Bah justement, c'est ça qui est très intéressant dans ce pacte, pour le coup, c'est que on vous autorise, alors si les pays ne refusent de reprendre leurs ressortissants, vous pouvez négocier avec des pays dits sûrs, pour que ces pays-là les reprennent un petit peu ce qu'avait fait la Grande-Bretagne avec le Rwanda, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que là, vous pouvez contourner un pays qui refuse, sachant que vous avez toujours des moyens aussi de pression que la France peut utiliser vis-à-vis de l'Algérie, par exemple, et d'autres pays. Et on sait très bien que notre problème, c'est aussi un manque de volonté politique. Bon, confiant quand même pour l'avenir, cher Patrice. Ah bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Le pire n'est jamais certain, le meilleur n'est jamais acquis. Je veux dire, faut se battre. Il y a aucune fatalité au déclin de la France, et sinon on s'embêterait pas à être là ce matin. Voilà, je dirais que la France, c'est beaucoup de lions commandés par quelques ânes. Ah, donc, ce qui fait que le chef s'assoit, les hommes se couchent, le chef se lève, il vous dépasse. Donc le jour où on aura un gouvernement avec un programme clair, je veux dire, ambitieux pour la France. En gros, on lâche la bride sur le coup de nos chevaux de course, les PME, on remet de l'ordre au niveau sécurité, justice, immigration. On pourra non seulement se hisser à la première place européenne en doublant l'Allemagne, ce qui dans l'inconscient collectif fait du bien, c'est une forme de thérapie de groupe, première puissance européenne, et même se hisser au 3e rang mondial. C'est ça aussi qu'il faut dire aux Français, c'est faut arrêter de raser les murs, de baisser la tête. Il faut se retrousser les manches et dire aux Français qu'on est capable de renverser la table et de se hisser sur le podium 3e puissance mondiale. Donc voilà, simplement, il faut lâcher la bride sur le coup de nos chevaux de course. 3e puissance mondiale. Oui. Qui La France. Pourrait. Ah oui, d'accord, oui, pardon, oui, parce qu'on en est loin. Là, pour l'instant, on n'a pas de climatisation dans les hôpitaux. Là, on est plus, c'est plus le Congo que la 3e puissance mondiale. Juste un dernier mot très rapide, Patrice Suivant. On va accueillir Hanan Mansouri dans un instant. Le rôle du nouvel essor français pour la présidentielle. Alors, je sais que vous avez dévoilé vos 10 mesures fortes. Vous envisagez une candidature ou non. Non. Ce qu'on veut Alors, faire, oui, c'est-à-dire qu'on a fait l'inverse des partis politiques. Si vous voulez, les partis politiques en démocratie doivent être des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections. Aujourd'hui, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, ce sont devenus des écuries à égaux. Donc pour faire quoi, on n'en sait rien. Donc nous, on fait ce que les partis n'ont pas fait. On a fait depuis maintenant 5 ans qu'on travaille à ce projet pour la France qui se veut le plus puissant depuis 58. Et maintenant, on a fait ce produit politique comme n'importe quel entrepreneur ou quel service public qui tient la route. On fait le marketing, le réseau de distribution. Donc on tire la manche en mode Jean Moulin, mais sans risquer ma peau, j'ai pas beaucoup de mérite, de tous ceux qui croient en la France, c'est-à-dire la souveraineté nationale et populaire. Et tout ça revient à la même chose. Mais alors, c'est redonner les clés du camion au peuple français. L'article 2 de la Constitution garde le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà. Absolument. Mais alors, là où je voulais en venir, est-ce que vous allez soutenir un parti alors pour les ça, on verra ça. Alors justement, on fait les choses dans l'ordre. Donc, dans la dernière ligne droite, oui. On verra si on soutient un candidat en fonction, de sa proximité vis-à-vis de notre programme, de nos idées, 2, de son courage, parce qu'il va falloir avoir du courage pour faire un certain nombre de réformes, pour arrêter de punir les Français, de faire la punition collective et remettre de l'ordre dans les boutiques. En réformant l'État au sens large du terme. Donc, est-ce qu'il y a un programme digne de ce nom pour réformer l'État, qui est le nœud gordien du sursaut français, l'État au sens large, État, collectivité, sécurité sociale, et est-ce qu'il y a le courage pour le faire? Donc, dans ce cas-là, oui, on soutiendra quelqu'un, et au pire, ce sera tout sauf. Donc tout sauf LFI, Europe Écologie Les Verts, les macronistes en résumé. En tout cas, économiquement, vous n'êtes pas loin d'Éric Ciotti. Oui, tout bon, bah écoutez, passez-lui un coup de téléphone cet été, après les vacances peut-être. Il est prévu qu'on le rencontre comme d'autres formations politiques compatibles, mais il est trop tôt pour se prononcer. Bon, en fait. d'accord. On a tellement été déçus, si vous voulez, que maintenant on est prudent. C'est vrai, On s'engage. Beaucoup de Français ont été déçus, cher Patrice, c'est pour ça que les enjeux pour la prochaine élection présidentielle sont absolument primordiaux. Bon, allez, je vous libère. Il est 8h23. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, cher Patrice. C'était un plaisir. Comme d'habitude, chers abonnés, chers auditeurs.